Génial, c'est fabuleux. Et elle fait pleurer tous le soir ici. Allez, les Loïc Sana, le jour, il faut les là. Wow. Merci. C'est horrible. Toi, t'étais timide, romantique ou poids lourd? Non, en plus j'ai fait la cuisine, j'étais romantique. Romantique, t'as choisi. Qu'est-ce que t'as choisi, Esther? Non, elle a dit que t'étais timide. Ouais, le virage, bravo. Oh là là. Oh là. Ouais. La fenêtre en face et lui disait ton paradis. Ouais, bravo. Moi je dis bravo. Moi je dis bravo. Merci d'avoir relevé le défi. Ce vendredi 19 août 2016, Yoann Diniz aborde sans doute son dernier 50 km olympique. Mais sa quête d'or va se transformer dès le 10e kilomètre en véritable calvaire. Et l'on a souffert avec lui durant les 40 km le séparant de la ligne d'arrivée qu'il franchira à gare. Tel un pantin désarticulé, diront certains. Les images de son supplice resteront dans l'histoire des Jeux comme l'un des plus beaux symboles de courage et d'abnégation. Notre invité aujourd'hui, c'est Yoann Diniz. Alors, vous avez parcouru 80 000 km en 12 ans. On a fait les comptes, c'est-à-dire 8 fois la distance de chez vous en Picardie jusqu'à Rio. C'est énorme. Et pourtant, je pense qu'on peut le dire, ces 50 km ont été les plus difficiles de votre vie? Oui, je pense que ça aurait été Oui. plus difficile celui-ci, ouais. Ouais, sur les 80 000. Hein. Ouais. Incroyable. Juste quand on voit ça, en fait, pourquoi ça a eu autant de résonance? Enfin, en tout cas, pour moi, c'est on se dit quand on veut, on peut finalement. On parlait tout à l'heure de dépassement de soi et de ses limites. C'est quand on veut faire quelque chose, finalement, on peut y arriver, quoi. C'est ça le truc. Ouais. Non, c'est pas vous. Oui, là déjà quand je revois les images, c'est quand même assez. Je peux comprendre la réaction des gens parce que là, c'est quand même, c'est pas très beau à voir, quoi. Et puis c'est plutôt dangereux. On se dit que c'est dangereux, Exactement, mais après, ouais. après derrière, j'avais un disque dur qui était formaté et qui était à aller au combat et à rien lâcher pour essayer de donner le meilleur de moi-même. Et puis en étant un des cadres et des anciens de l'équipe de France, et puis on avait un discours aussi d'un DTN qui nous disait de rien lâcher, de tout donner, et qu'on avait la chance de porter et de représenter notre pays. J'ai voulu montrer que même si ce jour-là, j'étais pas dans un grand jour et que je luttais pas pour une médaille, Il y avait autre chose. il y avait autre chose et il fallait continuer à se battre, même pour une place de finaliste. Et au bout du compte, pour moi, d'être finaliste, c'est comme une victoire. Oui, c'est vrai. C'est dur pour vous de revoir ces images, juste. Ouais, j'en ai revu ce week-end chez Monsieur Nicolin, par son photographe qui m'a donné des photos. Il m'a fait revenir de Rio. C'est vrai que ouais, c'était assez dur de revoir les photos, surtout quand on voit tout le sang sur la jambe que j'ai perdu durant la course. Ouais, c'est vrai que c'était assez dur. Et puis oui, de voir cette tête, c'est pas de très belles images, quoi. Les valeurs sont belles, mais les images sont difficiles à voir. C'est juste incroyable. Vous êtes capable de faire en marchant ce que d'autres, en fait, n'arrivent pas à faire en courant. Oui, bah ça, après, c'est l'entraînement. C'est à peu près la même chose. De toute façon, la course et la marche, hein. Après, il y a des choses différentes, mais il y a beaucoup d'entraînement, beaucoup de technique. Et puis, il y a eu beaucoup de travail physique aussi derrière pour arriver à ces résultats-là. Ils ne sont pas arrivés comme ça. Eh non, ça c'est notre chrono pour l'interview parce qu'ils ont beaucoup de questions, les garçons derrière. Donc du coup, je dispose de 9 minutes et 40 secondes. On regardait le palmarès à l'instant. Votre palmarès, c'est juste incroyable en fait, tout ce que vous avez pu réaliser. Quel est vous votre meilleur souvenir? Ouais, mon meilleur souvenir, il y en a plus. Je peux pas en... Bien sûr, il y a Zurich, parce que Zurich, c'est la course peut-être la plus aboutie. Et puis, où il y a une très très belle bagarre avec le Russe, Mikhail Rizov, qui est contrôlé positif après, mais ça, c'est pas grave. Je le bats quand même et je suis champion d'Europe et je bats le record du monde.
Mais après, il y a aussi une autre compétition qui est à Reims aussi, quand je bats le record du monde chez moi, devant mon public, où j'invite tout le monde, en fait, parce que tous les gens, ils ne peuvent pas tout le temps venir à Rio ou se déplacer. Ça demande beaucoup de frais. Donc, j'avais envie de faire un événement avec mon ancien partenaire. Et on a réussi à remplir un stade d'athlétisme avec toute une pelouse où il y avait plus de 4000 personnes. Et ce jour-là, j'avais dit, écoutez, ce jour-là, je battrai le record du monde. Et ce jour-là, j'ai battu le record du monde devant beaucoup de monde. Et c'était vraiment un très beau souvenir et une belle communion avec tout le public. Bon, on va revenir évidemment à l'instant encore sur ce 50 km de Rio. Il y a un moment où vous ne savez plus où vous étiez. Vous avez même demandé la direction, je crois, savoir par où il fallait partir. Je vous ai demandé ce que vous aviez ressenti en revoyant ces photos, ces images. Mais il y a aussi votre famille, parce que si pour nous ça a été violent, j'imagine que pour eux ça a été terrible. C'est ce qu'ils m'ont dit. Oui, c'est ce que me dit tout le monde en fait. Il me dit bon, on pensait à toi, mais on pensait surtout à ta femme Céline et puis aux enfants, quoi, parce qu'eux, ils étaient à des milliers de kilomètres. Alors la chute, en fait, ça n'a pas été le plus. Pour mes enfants, ça a été assez dur à voir comme image, forcément. Mais après, bon, ma femme les a tout de suite sortis de la pièce et elle les a rappelés. Elle a dit mais ça y est, papa, il est reparti, il remarche. Donc ça les a rassurés. Ça a été plutôt l'après, en fait, qui a été difficile à gérer, où là, j'ai été pris en main par le staff médical brésilien. Puis après, il y a Jean-Michel Serra qui nous a rejoints. Puis là, c'était vraiment dur parce que j'étais sous assistance respiratoire, fallait me stabiliser, j'étais dans un état 100 fois pire que ce qu'on voit là. Et bon, heureusement qu'il y avait Mehdi Bala qui était là et Jean-Michel Serra qui donnait des nouvelles à ma femme tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures. Enfin, dès qu'ils avaient des nouvelles, ils en donnaient pour la rassurer. Voilà. En 2013, on l'a vu tout à l'heure avec Samir, c'est vrai que vous avez un rapport compliqué avec les Jeux Olympiques. En 2013, après votre disqualification à Londres, vous avez fait une dépression. Est-ce que cette fois, c'est différent? Est-ce que l'approche, elle est différente là, avec ce que vous avez vécu Voilà, malgré que ce soit encore un gros coup du sort quand Non, même. mais là, c'est complètement différent parce qu'en 2012, 2012, oui. je suis victime du règlement, malheureusement. Après, je tombe, je prends une bouteille qu'on me tend, je m'arrose parce que je saigne de la jambe. Je trouve ça vraiment injuste. D'ailleurs, ils ont créé une jurisprudence maintenant depuis. Au moins, j'aurais réussi à faire changer le règlement. Mais là, non, ça n'a rien à voir parce que là, il y a quand même le sentiment d'avoir tout donné, d'être allé au bout. J'étais très bien avant la compétition. Mentalement, ça allait bien. Tout se passait pour le mieux. J'abordais pas la compétition comme d'habitude. Gagny en est témoin. J'étais vraiment bien dans mes chaussures, quoi. Et puis bien encadré. Et le problème que j'ai eu le jour de la course, j'aurais pu l'avoir la veille ou le lendemain, mais malheureusement, ça arrivait le jour de la course. C'est dommage, mais après, il y a du positif quand même à retenir. Voilà, ce dépassement de soi, être allé au bout, montrer qu'on lâche rien, même pour une place de finaliste. Je suis resté, j'ai essayé de me battre jusqu'au bout pour décrocher cette place. Et pour moi, ça restera une satisfaction quand même. Et puis surtout, de voir enfin son nom apparaître au JO, comme quoi j'aurais au moins été une fois classé dans ces Jeux Olympiques. Eh oui, tout à fait. Je suis désolée de vous dire ça, mais vous avez une tête de premier de la classe quand on vous voit comme ça. Genre le gars tout gentil, tout calme, limite un peu timide. Mais en fait, vous étiez un sacré loulou. Je crois que c'est comme ça qu'on pourrait vous qualifier. C'est comme ça que j'appelle ma fille. Ouais, quand vous étiez jeune. Vous avez grandi à Épernay, à côté de Reims. Ado, vous aimiez bien sortir en boîte. Vous, c'était un peu ambiance Manu Chao, dreadlocks, genre reggae man et tout. Vous aviez un petit côté aussi Che Guevara en plus. Beau, ça, oui. Voilà, vous avez fait partie des jeunesses communistes révolutionnaires quand vous étiez ado. Et vous avez vécu aussi avec votre maman, vous n'étiez pas avec votre papa, jusqu'à l'âge de vos 18 ans, jusqu'au jour où elle vous a dit « c'est bon, tu dégages ». Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais ça a été... Vous faisiez des bêtises. Non, mais il n'y a pas que ça. Je pense que c'est un tout, quoi. Mais après, c'est ce qui a forgé aussi mon caractère, quoi. J'ai des parents qui m'ont eu à 16 et 17 ans. Donc, à cette époque, je pense que quand tu n'es pas bien aussi conseillé par tes parents derrière... je parle des parents de mes parents, donc mes grands-parents, c'est difficile à gérer quand tu as cet âge-là, quoi. Donc après,
je leur en veux pas. Voilà, je leur en veux pas. C'est la vie, c'est comme ça. Une histoire compliquée. Et après, ça m'a permis de... Enfin non, ça m'a pas permis, mais ça m'a appris à connaître la vie et puis à me forger ce caractère, on va dire peut-être un peu de guerrier, parce que sans ce caractère-là, j'en serais pas là aujourd'hui, voilà. Donc, et puis c'est ce qui m'a peut-être aussi permis de terminer cette course à Rio. Ouais, votre voix, vous allez la trouver par hasard finalement, du coup à l'âge de 22 ans. Vous ne faisiez pas grand-chose de votre vie. Quand pour éviter le service militaire, vous êtes rapproché du club d'athlétisme de Reims pour effectuer un service civil. Sauf que ça va changer votre vie et ça va changer aussi votre façon de voir la vie. La vie, de toute façon, c'est tout le temps fait de circonstances et de rencontres. Comme je disais, j'ai pas eu, avec mon père et ma mère, j'ai jamais eu trop de relations. Donc en fait, on essaye, quand on est jeune, d'avoir des marqueurs quand même qui essayent de te conseiller. Donc ça peut être un instit, un prof, une autre personne. Mais après, tu te forges quand même tout seul parce que cet instit, tu le quittes, tu le vois de temps en temps. Mais bon, voilà. Et puis, en fait, après, oui, pour en revenir, après, ouais, ça m'a permis de me forger. Et puis, un jour, pas fait comme un autre, je savais tout le temps que j'arrivais à me retrouver dans une activité physique et j'avais besoin de me resociabiliser, on va dire. Et je suis allé à l'EFSRA au départ pour reprendre le sport, donc, qui était le club de Reims. Et puis, on était au sein d'un quartier, à Orgeval, et j'ai proposé en fait mes services au président du club, Gilbert Marcy, pour aller travailler au sein des quartiers, parce que j'avais déjà fait ça à Épernay quand j'étais plus jeune, ainsi de suite. Et puis, c'était quelque chose qui me plaisait, cette dimension sociale, d'intégration, et ainsi de suite. Et il m'a tout de suite tendu les bras, sans préjugés. Et puis, j'ai fait mon service militaire. De là, j'ai eu un emploi jeune, parce que le travail se passait très bien. Et puis, j'ai commencé un petit peu la marche parce que là-bas, il y avait une bonne section de marche athlétique. Et puis, en 2002-2003, les résultats ont commencé à arriver. Et puis, voilà, après, ça s'est enclenché naturellement. Il m'a dit, écoute, je vais te donner un peu plus de temps pour pouvoir t'entraîner. Et puis après, les résultats sont très vite arrivés. Mais je suis arrivé un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe, dans le milieu de l'athlétisme. Et puis après, du haut niveau, quoi. Je connaissais rien au haut niveau. Ce qui m'a donné vraiment envie de faire du haut niveau, c'est les championnats du monde en 2003. D'être derrière des barrières, d'être dans le public et puis de voir les marcheurs, ça m'a donné l'envie et me dire, ouais, je suis largement capable d'être aussi de l'autre côté de la barrière. On pourrait en faire un film de votre vie. Ça s'appellerait comment pour vous? La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ouais. Bon, aujourd'hui, vous travaillez à la Poste grâce au CIP. C'est les contrats d'insertion professionnelle. Vous avez un emploi du temps aménagé, ce qui vous permet, comme à d'autres, de vous consacrer à votre sport. Quoique, à la Poste, je ne sais pas si on a besoin... Alors là, c'est Michelin. Oui, c'est vrai, c'est Michelin, ça. Ouais. Mais c'est les mêmes couleurs, à peu près. Oui, c'est vrai. Et puis, voilà. Bon, à la Poste, du coup, vous avez croisé déjà Olivier Besancenot ou pas? Vous qui êtes vers la gauche extrême, un peu. Dans des meetings, mais sinon, non, jamais à la Poste. Mais après, à la Poste, moi, j'ai la chance d'avoir des horaires aménagés, de pouvoir m'entraîner à 100%, comme beaucoup d'athlètes, mais dans beaucoup d'anciennes entreprises publiques, on a eu cette chance, parce que dans les sports individuels, c'est dur de s'entraîner, de pouvoir concilier l'entraînement de haut niveau et le travail et gagner de l'argent en même temps. Donc la Poste m'a aidé et heureusement qu'il y a encore ces entreprises pour aider les athlètes. Mais la Poste, Gaz de France, Électricité de France, ainsi de suite. Bon, dernière petite question avant de passer à une jolie palette de Renaud Ngueff qui va nous expliquer ce qu'est la marche, en quoi consiste votre sport. Je vais vous demander, il y a 2017 qui arrive là, où vous êtes très engagé politiquement. Du coup, vous allez vous engager parler, vous exprimer, ou est-ce que vous laissez ça à En 2017, je m'engage pour Londres, le 12 août, le samedi 12 août 2017, il y aura un 50 km à 8h du matin. Non, mais avec l'âge, vous avez appris à... Donc avec l'âge, j'ai appris à bien prendre du recul. Donc moi, tout ce que je peux dire, c'est tout sauf les extrêmes, que ce soit gauche ou droite. Mais surtout droite.
Voilà. Après, je lutterai tout le temps contre cet extrême-là parce que pour moi, c'est inconcevable. Voilà, on parlait de ma jeunesse. J'écoutais les Berruriers Noirs en 88 avec Porcherie, où il disait plus jamais de 20%, avec des élections à 20% avec le FN. Et maintenant, on arrive en 2017, on les annonce à 30% au premier tour. Donc, ouais, ça fait flipper. Enfin, moi, ça me fait peur. Alors après, maintenant, je pense que vraiment, la politique, ça a changé. Et il faut faire avec les compétences de chaque bord. Si tout le monde a des bonnes idées, donc après, il suffit de s'entendre et arrêter de... Parce qu'on sait très bien que des fois, on va manger au resto ensemble, on joue à la bagarre devant les caméras à l'Assemblée, mais finalement, on est potes. Et finalement, ce qu'on a besoin, vraiment, ce que tout le monde a besoin, c'est retrouver de la confiance et puis vraiment de la stabilité et puis des gens qui arrivent enfin à s'accorder pour le bien des personnes et du pays, quoi. Voilà, tout simplement, et pas pour sa petite personne. Alors le but, c'est que les gens comprennent bien le sport de Johan Diniz. Parce que Johan l'a dit, la marche, en fait, c'est de la course. Bah oui, mais non, c'est pas de la course. Alors c'est quoi la marche athlétique? Il y a 2 points de règlement à comprendre. Il y a 2 fautes, il y a des juges. Il y a la faute de flexion. La faute de flexion, c'est que le règlement dit quand le pied prend contact avec le sol, le genou doit être tendu jusqu'au passage du bassin à la verticale du pied. Hein, vous voyez, ça c'est le premier point. La deuxième faute possible, c'est la faute de suspension. Et là, le règlement, il est clair. Vous devez toujours avoir un appui au sol. Alors, quand l'appui arrière, quand le pied quitte le sol, eh ben, il faut que le pied avant prenne le relais. Il faut toujours avoir un appui au sol. Et c'est là que des fois, il y a des polémiques. Pourquoi? Parce qu'à 15 km/h, essayez de voir si quelqu'un est en suspension et qu'il ne touche plus du tout le sol. Et c'est là le problème. C'est que c'est très difficile à l'œil nu parce que les juges sont disposés tout autour du parcours. Ils distribuent des cartons comme ça. Et qu'il n'y a pas d'utilisation de la vidéo. Et des fois, c'est vrai qu'il y a des disqualifications qui prêtent à polémique. Merci beaucoup, Renaud. Bravo. On applaudit, s'il vous plaît, non? Bravo. Ouais, les gars, ils sont en train de dormir là-bas. C'est quoi les discours de Gagny? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler. Gagny, il transcende ses sportifs. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il vous raconte Non, mais tout simplement. Non, mais Gagny, il a amené... on va pas refaire l'historique, mais depuis 2009... que ce soit l'équipe avec laquelle il a travaillé, Gagny, Renaud, et puis après, je pense aussi un gros plus, ça a été l'arrivée de Mehdi Bala, qui était vraiment, je peux lui dire, mais il m'en voudra pas, hein, il va regarder la télé. Hein. Quand il était athlète, il fallait se le coltiner, le père Bala. Il le sait, mais depuis qu'il est, dans le staff, il a vraiment changé et il nous sert vraiment, il a vraiment un bon discours et il nous accompagne aussi beaucoup. Et toute cette équipe-là qui ont mis ces choses en place, ça a été un travail maintenant de 8 ans et on voit le résultat derrière. Mais le discours, ça a déjà été de faire de l'athlé un sport collectif, alors qu'avant, on n'était que des individualités et on se regardait tous comme ça. Oh bah lui, il a un contrat différent de moi, machin truc. C'était que de la jalousie dans tous les sens. Gagny est arrivé, il a remis les choses à plat. Il a dit, vous faites le même sport. On fait exactement le même sport. On est différents. C'est sûr qu'entre du 100 mètres, entre un Christophe Lemaître et un Johan Diniz qui fait du 50 bornes, c'est complètement différent. Mais on fait le même sport et avec ces mêmes valeurs. Et on est la même équipe. On est l'équipe de France d'athlétisme et on est là pour s'encourager et pas pour se détester et voilà. Et donc le plus beau Gagny a tout le temps amené ça, a amené ce discours aussi de valeur, de courage, d'entraide et puis surtout d'être fier de porter ce maillot parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui aimeraient être à notre place et porter notre maillot. Donc il fallait tout donner pour ce maillot d'équipe de France. Je vais donner le mot de la fin à Gagny Yalouz. Non, mais il est passionnant. Pour moi, ça a été très dur de regarder les images. Je regardais les yeux de Renaud parce qu'on était ensemble avec Mehdi Bala. Coucou Mehdi. Et ça fait... en tout cas, pour moi, j'ai occulté. J'ai souhaité l'oublier. Parce que quand on voit le travail qui a été fourni en amont, on se dit juste que... Quand vous vous rendez compte que ce qu'il a fait à Zurich, entre autres, il a un super palmarès, ce qu'il a fait à Zurich, battre ce record du monde, et que les Russes aillent à demander à remesurer le parcours parce qu'ils n'y croyaient pas,
je ne sais pas si vous réalisez, ce qu'il a fait, c'est juste exceptionnel. On va terminer quand même avec l'anecdote de Renaud Longèvre, parce que c'est vrai que c'est une personnalité attachante. Ça illustre bien. Oui, ça illustre tout à fait. Ça illustre bien le fait qu'avant Johan, moi, je vais peut-être me mettre à dos tous les marcheurs qui ont précédé, mais on est en 2006 au championnat d'Europe à Göteborg, c'est l'année de son premier titre. Et on est au terrain d'échauffement. Et Johan, c'est quelqu'un qui a des multiples passions. Et entre autres, il y en a une, c'est le vin. Œnologie. Il vient de Reims. Il est œnologue. Et j'ai un frère, moi, qui est sommelier, qui est passionné de vin. Et puis souvent, en équipe de France, on discutait de vin, machin, les grands vins. Et il va pour faire sa course au championnat d'Europe de Göteborg sur le terrain d'échauffement. Et à l'époque, j'entraînais à la Doucouré. Et en partant, en rigolant, je lui lance pour faire un peu mon malin, genre je connais un peu le vin. Si tu fais champion d'Europe, je t'offre un Château Pétrus 88. 88 ou 88 Ouais, c'était ça, oui. Ça. Et il me regarde, il fait « pas de problème !» Et il part. Et je me dis, un marcheur français avant lui, c'est 50e ou 38e. Allez, s'il se déchire bien, il fera 8e ou 7e. Et puis après, on est au réfectoire. Moi, je suis plus trop la compétition. Et puis je vois les écrans télé, il y a tous les athlètes de tous les pays, et je vois mon yo-yo avec le drapeau français comme ça. Et là, je crois tellement pas. Je dis aux athlètes, que je vois, je dis, oh, yo-yo, il est médaillé. Je pensais même pas à la médaille d'or. Et ils me font, ouais, médaille d'or. Médaille d'or. Et là, je vais sur Google et je tape Château Pétrus 88. Crédit. Et je vois 2 000, 3 000 euros. Je fais, waouh, je commence à transpirer. Je lui ai dit, ça coûte une blinde ce truc. Et la fin de l'histoire, c'est que on a monté une petite opération grâce à nos amis organisateurs du Décastar à Talence, région bordelaise, qui se sont mis d'accord avec les gens de la maison Pétrus. Et Yo-Yo est venu se faire offrir. C'est pas moi qui ai payé. Ça en est bien sorti. Non, mais c'est que là, on reconnaît le breton bigoudin, Voilà. c'est-à-dire que le gars, en fait, n'a pas Les payé. oursins dans les poches. Ouais. J'étais prêt à aller au CTLM, mais au final, il a eu sa bouteille de Pétrus. Je crois qu'elle est toujours dans ta cave. Toujours. Elle est toujours dans sa cave. Et puis l'organisateur était content. Il a fait un week-end d'autographe. On a beau être pressé, les aiguilles nous font plier. On n'arrête pas le temps en renversant le sablier. On parle de nous au passé, le jour où l'horloge s'effondre. Chaque vie passée est un assemblage de secondes. Nos sourires prennent des rides, nos souvenirs la poussière. Le temps n'est jamais rigide, aujourd'hui deviendra hier. À force de se précipiter, on fait les choses à moitié. Ma vie une construction qui semble tous les jours en chantier. Loin de ma famille, j'écris ce texte au studio. Mes pensées s'éparpillent, je vois grandir mes gosses en photo. J'ai tant de projets en attente, mais ma mort est latente. J'ai peur de m'en aller sans avoir profité de leur présence. J'ai besoin de prendre le temps, d'avancer en m'arrêtant, respirer, laisser le temps à l'amour de m'inspirer. Prends-le, vis-le, deviens-le pleinement, ni trop vite, ni trop lent. Prends toujours le temps, saisis l'instant, vis-le moment, ni trop vite, ni trop lent. Doucement, prends toujours le temps. Tout pour gagner du temps. Tout pour gagner du temps. Tout pour gagner du temps. Yeah. On a des portables et des mails. Tout pour gagner du temps. Mais même écrire un texto nous paraît éreintant. Depuis les réseaux sociaux, on est encore plus distant. On a beau avoir Facebook, on n'est pas moins seul pour autant. LOL remplace un sourire, MDR un fou rire. Pourtant, on a tout pour être ensemble, mais on ne s'aime qu'à mi-temps. Je pense aux frères incarcérés qui comptent le temps. Eux savent combien il est important. Le temps ce n'est pas de l'argent, mais de l'or. L'aboutissement de tous nos instants, c'est la mort. Mieux vaut être constant que d'aller trop vite. N'a pas profité de l'instant qui se précipite. Un ciel étoilé, un coucher de soleil.
Prends le temps de contempler avant ton dernier sommeil. Ne cours plus, pose-toi, vois-tu. Pour s'aimer à trois, on attend 9 mois. Vis-le, deviens-le pleinement, ni trop vite, ni trop lent. Prends toujours le temps, saisis le moment. Vis-le pleinement, ni trop vite, ni trop lent. Doucement, prends toujours le temps. Prends le temps, prends le temps. Prends toujours le temps. Prends le temps, prends le temps. Je me retrouve tout seul et je ne sais plus comment. Du temps pour les autres, j'en avais jamais avant. À force de me presser, j'ai perdu du temps à trop vouloir en gagner. Je me retrouve tout seul et je ne sais plus comment. Du temps pour les autres, j'en avais jamais avant. Parfois je me demande ce que j'ai dû faire de mon passé. J'ai perdu du temps et du temps, Du temps, du temps. J'ai temps. perdu du temps, du temps, du temps. Du J'ai temps. perdu du temps, du temps, du temps. Du J'ai temps. perdu du temps, du temps. J'ai perdu du temps. Kenny James, Fada Freddy. Mohamed Alix. Hein. Non mais, ça fait mieux les gars. Hein.